Bonjour tout le monde. Alors que la confrontation militaire entre l'Iran et Israël vient de prendre fin, plusieurs questions se posent. Pourquoi cette guerre s'est-elle arrêtée maintenant? Et qu'est-ce qui a réellement motivé le cessez-le-feu? Est-ce qu'on peut parler de vainqueurs et de vaincus dans ce conflit? Et qu'en est-il du programme nucléaire iranien? A-t-il été affaibli ou au contraire renforcé? Enfin, quelles vont être les répercussions de cette guerre sur l'équilibre géostratégique de la région et comment cela va-t-il influencer le projet du Grand Israël, souvent perçu et conçu sur le sang et sur les cadavres des femmes et des enfants? Ce cessez-le-feu est-il réellement solide ou juste une pause temporaire? Quels sont les risques d'une reprise du conflit dans les semaines ou mois à venir? Peut-on encore parler d'une chance pour une paix durable? Pour toutes ces questions, nous avons l'immense plaisir et le grand honneur, comme chaque lundi, de recevoir notre cher ami, cher expert, Colonel Jacques Pau. Colonel Jacques Pau, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'inviter. Merci beaucoup. Alors, nous aurons besoin des réponses pour toutes ces questions. Oui, alors évidemment, la séquence qu'on a vue entre Israël, les États-Unis et l'Iran, sans parler des acteurs internationaux comme l'AIEA, etc., laisse un petit peu, nous laisse sur plus de questions, de points d'interrogation que sur des réponses. Effectivement. Alors, tout d'abord, la question que vous avez évoquée tout à l'heure, est-ce qu'on peut déterminer qui est victorieux? La victoire, stratégiquement, la victoire se définit par rapport aux objectifs que vous avez fixés. C'est pour ça que, typiquement, quand vous avez l'Ukraine, ce sont les Occidentaux qui ont déterminé quels étaient les objectifs des Russes, comme ça ils peuvent dire qu'ils ne les ont pas atteints. Mais voilà, donc quand vous faites une stratégie par rapport aux objectifs que vous êtes fixés. Et ici, on voit assez nettement que les deux parties, en l'occurrence Israël, puisque c'est Israël qui a commencé les hostilités, avaient trois objectifs. Le premier, c'était de créer une crise politique en Iran, éventuellement ce qu'on appelle un changement de régime. Je n'aime pas le terme régime, mais voilà, changement de gouvernement, disons. Et ça, on l'a vu très nettement. Déjà, le nom de l'opération, et si on se rapporte ici, l'opération Rising Lion, donc le lion qui monte. Alors, pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Beaucoup ont dit « Ah, c'est un titre de la Bible, etc. » Mais en réalité, ça a une autre signification puisque le lion, c'est l'emblème de l'Iran sous le régime, on peut dire cette fois-ci, du Shah d'Iran. Et d'ailleurs, ça n'est pas pour rien si le personnage que vous avez là n'est pas le Shah d'Iran, mais son fils, qui porte aussi le nom de Reza Pahlavi, qui très, très rapidement, juste après le début de l'opération israélienne, a fait des interventions sur les réseaux sociaux, mise en scène de manière très solennelle, comme vous l'avez vu. D'habitude, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus informel dans sa présentation, mais là, il a revêtu une certaine solennité, s'opposant précisément, oui, plus ou moins comme un présidentiable pour un Iran qui se révolterait. Et je vous rappelle que j'avais évoqué les déclarations assez effarante du journaliste Serge Michel la semaine passée, qui avait dit que on assisterait à une révolte généralisée du peuple iranien et que le régime entre guillemets des mollahs était pratiquement terminé. Et on a eu un peu cette idée-là et il semble que effectivement ça a été l'objectif principal des Israéliens, même avant l'objectif des armes nucléaires. On y reviendra. Et on trouve à l'appui de ces informations que le ministre de la Défense
israélien, monsieur c'est Israël Katz, sauf erreur, et qui a dit que dès le début, l'objectif principal de l'opération, c'était de tuer l'ayatollah Khamenei. Et on a vu d'ailleurs une série d'opérations contre les personnalités iraniennes, des hauts dirigeants militaires, naturellement des scientifiques, mais surtout des hauts dirigeants militaires et des gardiens de la révolution, qui avaient pour objectif de décapiter un peu l'État iranien. Et c'était ça qui devait ouvrir la porte à un problème politique à l'intérieur de l'Iran et provoquer une déstabilisation qui devait créer une révolte ou être le point de départ, si vous voulez, d'un changement plus important en Iran. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. Et d'ailleurs, malgré le fait qu'il y ait un cessez-le-feu maintenant, on a le ministre de la Défense israélien qui, parce qu'on lui pose la question, mais est-ce que les Américains ont autorisé ou vont autoriser l'élimination de Khamenei? Et le ministre israélien déclare on n'a pas besoin d'autorisation pour ce genre de choses. C'est effectivement ce qui suggère d'ailleurs que les Israéliens n'ont pas abandonné l'idée d'éliminer l'ayatollah Khamenei. Et ça, c'est déjà un élément de réponse pour la durabilité du cessez-le-feu qui est en cours. D'ailleurs, il ne faut pas mélanger les termes ici. On a un cessez-le-feu qui est en cours. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix durable. Il n'y a pas de traité. Il n'y a rien du tout. On est vraiment sur une pause. Point final. Et pour les Israéliens, nul doute que cette pause se terminera. Donc, c'était le premier objectif des Israéliens qui avait comme deuxième objectif, si vous voulez, l'idée que les Américains devaient intervenir dans ce conflit. Et c'est ce qu'on a ici, c'est d'ailleurs dans le Jerusalem Post qui le dit, il fallait faire venir les Américains d'abord pour internationaliser le conflit, mais aussi pour amener des éléments, si vous voulez, des potentialités supérieures pour pouvoir éliminer le gouvernement ou les autorités iraniennes. Donc, on est effectivement dans une dynamique qui est centrée sur le changement de régime, et ça, je pense que c'est très important de le relever. Alors, cet objectif, est-ce qu'il a été atteint? Eh bien, non. En réalité, il n'a pas été atteint. Déjà, le 20 juin, le gouvernement israélien, plutôt les autorités et probablement les services de renseignement, avaient constaté qu'il n'y avait aucun changement, aucun crack, aucune fissure dans la société iranienne, pardon. Et que par conséquent, l'idée qu'avait suggéré d'ailleurs Serge Michel, que ça allait déclencher une révolte populaire parce que le régime est totalement détesté, etc., ça révèle d'ailleurs une forte incompréhension de la réalité iranienne, où on a toujours l'impression de faire de l'ethnocentrisme, enfin on n'a pas l'impression, nos journalistes font de l'ethnocentrisme en permanence. Ils réfléchissent à la situation en Iran comme ils réfléchiraient leurs propres problèmes. N'est-ce pas? Pour eux, la question du voile, c'est un problème pour eux, donc c'est un problème pour les Iraniennes, etc., etc. D'ailleurs, toujours un peu le même problème. On a cette incapacité, et quand vous regardez les journalistes, d'ailleurs, vous remarquez que c'est tous les mêmes, sont toujours des journalistes qui soutiennent les régimes qui massacrent astucieusement. Et ça n'est pas une surprise, parce que toutes les guerres qu'on a déclenchées, tout ce qu'on a mené comme opération, frappe, vous l'appelez comme vous voulez qu'on a fait, se sont retournés contre nous, tout simplement parce que on n'a jamais été en mesure de comprendre l'adversaire. Je le répète une fois de plus, moi je viens du renseignement. J'essaye pas d'avoir une opinion, mon opinion sur ceci ou ça. Je constate que chaque fois qu'on a mené des guerres,
elles ont toujours été guidées par des gens qui voient les autres sociétés comme devant être un reflet de la leur. Et assez curieusement d'ailleurs, sont les mêmes gens qui vous parlent de diversité culturelle et de choses comme ça. Mais pour eux, la diversité culturelle, c'est la diversité dans le champ de ce qu'ils ont en tête, eux. Mais ça n'inclut pas du tout les autres manières de voir le monde, de voir la société, de voir la vie, tout simplement. Et en réalité, ces journalistes, dont j'ai mentionné le nom, sont en fait exactement les gens qui nous mènent vers la dictature, d'ailleurs. Et c'est ce qu'on observe d'ailleurs dans nos sociétés. Mais on sort un petit peu du sujet ici, mais l'importance pour la thématique d'aujourd'hui, c'est que cette perception des problèmes est exactement ce qui est à l'origine des défaites que l'on a. Et en l'occurrence, pour cet objectif de renversement ou de créer une crise politique en Iran, eh bien, on a exactement créé un problème parce qu'on ne connaît pas la société iranienne. Et d'ailleurs, assez curieusement, vous avez en Iran, c'est la communauté juive qui est intervenue, juive iranienne, pas juive israélienne, la communauté juive iranienne qui a élevé des protestations contre les frappes israéliennes. Donc on voit que on n'a pas du tout compris la manière. Les Iraniens, d'ailleurs l'Iran a probablement une des plus grandes communautés juives du Moyen-Orient, à part évidemment Israël, et il y a toujours eu de très bonnes relations entre ces deux communautés. Et ça va très loin d'ailleurs, parce que dans les protestations qu'il y a eu contre Israël, il y a eu effectivement la communauté juive qui est descendue dans les rues avec les autres Iraniens. Et je vous rappelle que l'armée iranienne est la deuxième, la première étant Israël bien entendu, mais c'est la deuxième ou la première armée non israélienne à accepter des juifs dans les rangs de l'armée. Vous avez ici deux militaires juifs qui ont l'uniforme de l'armée iranienne. Donc, on voit qu'on a une symbiose beaucoup plus grande que ce qui est déclaré, et on pourrait presque dire que ceux qui essayent de compliquer la vie des Juifs en Iran, eh bien, sont en fait des antisémites d'une certaine manière. C'est un peu un paradoxe, mais c'est ça. Parce que les Juifs qui sont en Iran sont des Juifs, alors que les Israéliens qui attaquent les autres pays, tous les autres pays, pas seulement l'Iran, mais tous les autres pays, eh bien, sont conduits essentiellement par une doctrine politique qui est le sionisme, qui est d'ailleurs très largement supporté par nos politiciens, malheureusement. Donc, on a et d'ailleurs, j'aurais pu même ajouter ça, que ça a été relevé d'ailleurs dans la presse américaine de nouveau, que les leaders juifs iraniens ont dénoncé une attaque sauvage d'Israël contre l'Iran. Donc on voit bien que la situation en Iran est de loin aussi caricaturale que nous présentent les journalistes. En l'occurrence, j'ai mentionné celui de Heidi News, mais c'est pas le seul. Hein. Suffit de voir LCI, TF1, la RTS et autres pour voir qu'on a une vision extrêmement caricaturale de la situation en Iran. Et c'est cette situation-là, qui est celle qui est propagée d'ailleurs par Israël, qui conduit à finalement accepter les incartades d'Israël. Et c'est ça qui est l'élément dangereux. Mais on y reviendra. Donc, on avait donc cette intervention. Elle avait aussi pour objectif d'éliminer, comme j'ai dit, la décapitation d'un certain nombre de. Alors, on a parlé de ces militaires iraniens qui avaient été éliminés. Alors, il y en a certains qui ont été éliminés, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout été éliminés.
de nouveau, c'est comme en Ukraine, où je vous rappelle, j'avais mentionné il y a quelques semaines, les dernières nominations qui ont été faites en Russie de généraux, ben on a nommé que des généraux qui ont été déclarés morts par nos médias. Assez curieusement. Donc, ils se sont ressuscités. Donc, ça veut dire tout simplement que nos médias racontent absolument n'importe quoi. Et on a effectivement la même situation ici, où on a déclaré un certain nombre de généraux tués. Là, il y en a 4, mais il y en a encore d'autres que j'ai pas mis que j'ai pas pris ici parce que je voulais pas faire une présentation uniquement sur cette question-là. Mais en réalité, on est parti sur la propagande israélienne uniquement. Et ça, c'est intéressant, exactement comme en Ukraine, où nos médias répètent strictement la propagande ukrainienne sans même regarder ce que disent les médias ukrainiens. On a exactement la même chose par rapport à Israël. Nos médias s'abreuvent exclusivement par rapport à la propagande et à la désinformation, il faut le dire, des pays concernés, mais ne considèrent absolument pas ce que font les journalistes dans ces pays, qui est souvent, même s'il est évidemment orienté, même si évidemment il a un biais, d'un côté pour l'Ukraine, de l'autre pour Israël, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, puisque finalement c'est leur pays, donc on peut comprendre qu'il y a un biais. Néanmoins, ils sont plus honnêtes que nos propres journalistes. Et donc, il y a quand même quelque chose à dire à cet égard. Mais bref. Donc voilà, un petit peu tout ça. Alors, le deuxième objectif des Israéliens était de provoquer l'intervention américaine. Alors ça a fonctionné d'une certaine mesure. Hein, je vous rappelle, j'en avais parlé la semaine passée, c'est l'opération Midnight Hammer. Cette frappe, la frappe des Américains contre l'Iran. Alors, on va pas trop s'étaler là-dessus, mais ce qu'on peut dire, c'est que cette frappe, elle a manifestement été menée, on pourrait dire, à minima. C'est-à-dire que, pour différentes raisons qu'on ne va pas, d'ailleurs que je ne connais pas totalement, à vrai dire, Donald Trump, qui ne voulait pas intervenir, finalement s'est décidé à intervenir en Iran, mais il l'a fait probablement d'ailleurs, enfin pas probablement, il l'a fait à la demande des Israéliens, ça on le sait, et il l'a fait probablement parce qu'il pensait que la perspective d'une internationalisation du conflit pouvait amener l'Iran à plus de concessions par rapport à sa relation avec Israël d'une part et sur son programme nucléaire d'autre part. Et c'est probablement un peu dans cette idée-là que Donald Trump a accepté de participer de participer au conflit par une intervention qui néanmoins reste, comme l'intervention israélienne, totalement illégale. J'en ai parlé déjà la fois passée, elle est totalement illégale, il n'y a pas de question là-dessus, mais on est dans un domaine de la loi du plus fort où des pays comme Israël et les États-Unis peuvent se permettre de s'affranchir du droit international. Donc on a une situation où les Israéliens, les Américains se sont sentis obligés d'intervenir, l'ont fait un petit peu à reculons, il faut le dire, parce qu'ils auraient pu déployer beaucoup plus de moyens, mais manifestement, ils l'ont pas fait. Les résultats de cette opération sont encore contestés. Je crois que j'en avais déjà parlé la fois passée. On a quelques photos aériennes, mais je pense qu'il y a personne qui a, à ce stade, les informations qui permettent d'avoir une appréciation éclairée de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, quoi qu'on entend, de temps en temps on sort du tiroir les déclarations de telle agence de renseignement, de tel président, d'un tel, etc., etc. Je pense que à ce stade, tout le monde est dans le domaine de la spéculation. Les seuls qui aujourd'hui connaissent l'état exact de leur
de la situation sont les Iraniens eux-mêmes, puisqu'ils sont les seuls à avoir accès aux installations et à pouvoir pénétrer dans les cavernes qui ont ou n'ont pas été touchées, ou dans quelle mesure, pour analyser dans quelle mesure, si elles ont été touchées, dans quelle mesure elles l'ont été, et dans quelle mesure tout ça est réparable ou non. La même chose pour la question des dépôts d'uranium enrichi. Eh bien, seuls les Iraniens ont la réponse à ces questions, et tout ce qu'on a aujourd'hui, ce sont des spéculations de part et d'autre. Et vous avez, alors naturellement, vous avez l'AIEA qui vient et qui nous dit que l'Iran a des centrifugeuses et puis qu'elle peut les réactiver, et dans quelques mois, ils peuvent restaurer une capacité nucléaire. Alors, on est évidemment dans un domaine qui est extrêmement délicat, puisque les seuls qui ont la connaissance, autre que les Iraniens, en théorie, les seuls qui ont la connaissance de ce qu'il y avait dans le dispositif iranien, c'est l'AIEA. Et là se posent plusieurs questions, et c'est lié d'ailleurs à l'illégalité des frappes qui ont été menées à la fois par les Américains et par les Israéliens, d'une part contre l'Iran, puisque c'est l'attaque contre un pays souverain, et ça, c'est une violation de la Charte des Nations Unies, mais en plus l'attaque contre des installations nucléaires civiles. Et ça, c'est très important de le dire. Et on sait qu'elles sont civiles, puisque l'AIEA mène des inspections régulières. Et voilà, ici, depuis entre 2012 et 2024, le niveau d'inspection, le nombre d'inspections qu'ont subi les installations nucléaires iraniennes. C'est pratiquement, l'Iran est le pays le plus surveillé par l'AIEA. Donc, l'AIEA connaît dans toutes ces dimensions le problème du nucléaire, et ils savent que c'est un problème qui est exclusivement civil. Et c'est là où intervient d'ailleurs le problème de l'AIEA et la duplicité, pourrait-on dire, de l'AIEA, parce que, sachant que ayant la visibilité nécessaire sur ces installations, ils ont quand même, le 12 juin, émis un rapport qui laissait planer le doute sur la nature du programme iranien et de ses possibilités d'avoir un détournement militaire, si je peux le dire comme ça. Et ce rapport qui a été publié le 12 juin, semble-t-il, alors de nouveau, je n'ai pas vérifié ça, mais apparemment c'est un rapport qui a été composé avec de l'intelligence artificielle d'ailleurs, ce qui est quand même d'ailleurs assez étonnant pour une organisation internationale qui a le rôle qu'a l'AIEA et l'impact que ça pourrait avoir pour des décisions politiques, voire des décisions militaires, et on l'a vu dans ce cas-là. Et c'est d'ailleurs tout le programme, on ne va pas ouvrir le débat ici, mais il y a un vrai débat sur l'intelligence artificielle qui, si elle est admise ou si elle entre dans les processus de décision, eh bien, peut créer des situations qui créent des situations de guerre, alors que ça ne correspond pas à la réalité, parce que c'est l'intelligence artificielle qui a elle-même élaboré les éléments qui vont créer la décision. Et ça, c'est un aspect extrêmement dangereux de l'intelligence artificielle. De nouveau, je ne peux pas confirmer que ce rapport a été écrit avec de l'intelligence artificielle. Ce qu'on sait, c'est qu'il contient des éléments qui étaient déjà vieux depuis 20 ans, et donc qui n'avaient aucune nécessité d'être là, et qui étaient apparemment faux, et qui ont été exprimés d'ailleurs dans des termes très ambigus qui laissaient supposer qu'il y avait une menace. Donc, on est là sur un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle qui est extrêmement pervers et qui pourrait conduire à des catastrophes. C'est-à-dire quelque chose que j'ai évoqué dans un certain nombre de mes ouvrages. Lisez-les si vous voulez être informé. Et puis,
le 18 juin, l'AIEA a dû finalement faire un peu marche arrière par rapport à son rapport et préciser qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran avait la bombe. Donc on voit que le rapport du 12 juin a servi ou alimenté la justification d'Israël pour attaquer l'Iran. Et après, ayant constaté les dégâts de la situation, eh bien, l'AIEA a dû faire marche arrière pour finalement se justifier d'une certaine manière. Et ça c'est la preuve d'un travail qui n'est pas très sérieux, qui n'est pas en tout cas marqué par l'intégrité. D'ailleurs, le directeur de l'AIEA, Raffaele Grossi, n'est pas considéré comme une personne extrêmement intègre et beaucoup demandent sa démission. J'ouvre une parenthèse ici, il y a des travaux qui se déroulent près de chez moi, j'espère que ça n'affecte pas trop la qualité du son, sans quoi j'interromprai mon interview pour aller fermer la fenêtre. Mais bref, voilà donc cette situation qui montre l'importance de la communauté internationale dans dans l'appréciation ou dans ce qui a conduit finalement ou ce qui a poussé Israël à intervenir. On sait qu'Israël a toujours eu la volonté d'attaquer l'Iran, toujours. Évidemment, pour ça, il lui faut le parapluie américain et avec Trump, apparemment, Netanyahou là. Mais il fallait un prétexte pour le faire. Et le prétexte, ça a été le programme nucléaire iranien, même si, de nouveau, Israël n'a rien fait, en fait, pour détruire parce qu'en fait, les Israéliens savent qu'il n'y a pas de programme militaire iranien. C'est uniquement un prétexte. Et c'est là où le rôle de l'AIEA est important parce que c'est finalement la seule institution qui est la gardienne d'abord du savoir sur ce programme nucléaire et puis qui devrait être instrumentale pour que les relations avec l'Iran se fassent correctement. Vous voyez, si vous regardez la question des stocks d'uranium enrichi, voilà, vous avez ici les stocks d'uranium enrichi qui sont toujours dans le domaine du civil. Hein. On est dans les stocks de 20%. Donc, on est dans le domaine totalement civil. D'ailleurs, à cet égard, quelqu'un m'a demandé pourquoi l'Iran fabrique ou produit de l'uranium enrichi à 20% et 60%. Alors 20%, c'est assez clair parce que c'est un enrichissement qui permet de faire fonctionner, par exemple, les moteurs de bateaux, de navires nucléaires. Il y en a plusieurs en Russie, il y a des navires militaires aussi qui sont à propulsion nucléaire et il faut un uranium qui est enrichi dans ces eaux-là de l'ordre de 20%. 60%, c'est en fait une très petite partie des capacités iraniennes. Évidemment, c'est ce sur quoi on met l'accent, mais en réalité, c'est une très petite partie de ce qu'ont fait les Iraniens. Et apparemment, les Iraniens l'ont fait un petit peu comme on dit en termes de négociation, un bargaining chip, c'est-à-dire l'idée que les Iraniens voulaient que la solution nucléaire soit discuté une fois pour toutes et qu'il y ait un traité comme l'accord de coopération globale qui avait été fait ou le plan d'action global qui avait été signé en 2015. Et c'est un peu pour pousser les Occidentaux à revenir à la table de négociation que les Iraniens auraient enrichi jusqu'à 60%. Je ne le sais pas, c'est des discussions qu'il y a, indication que les Iraniens aient eu l'intention d'avoir la bombe nucléaire, et que de toute façon, même si vous aviez de l'uranium enrichi à 90%, ce qui est nécessaire pour les bombes nucléaires, vous n'avez toujours pas la bombe nucléaire. Parce que la bombe nucléaire, surtout à l'uranium, est une bombe qui est extrêmement difficile à manier,
et qui mérite de nombreuses simulations pour pouvoir fonctionner. Et à ce stade, on n'a aucune indication que les Iraniens se sont engagés dans un programme de construction d'une bombe. Ils ont l'uranium, ils peuvent l'enrichir, bon, d'accord, mais la bombe elle-même dans laquelle vient se placer l'uranium, elle doit aussi être réalisée et on n'a absolument aucune indication que les Iraniens travaillent là-dessus. Donc, on est dans le domaine, on a utilisé les spéculations dans un domaine qui soit nuisible à l'Iran, si vous voulez. Mais revenons à ce diagramme et on voit que lorsque l'accord global a été adopté en 2015, le JCPOA, l'Iran a éliminé ses stocks d'uranium enrichi. À vrai dire, ils les ont, c'est la Russie qui a aidé l'Iran a liquidé ses stocks. Et puis, à partir du moment où les États-Unis ont quitté l'accord du JCPOA en 2018, c'était sous Donald Trump, alors les Iraniens ont recommencé à enrichir, pas dans un premier temps, mais à partir de 2021, ils ont décidé de le faire, d'une part pour provoquer les Occidentaux et inciter les Occidentaux parce que les Américains n'étaient qu'un des protagonistes de cet accord et que normalement, comme l'Iran avait respecté toutes les clauses du traité, normalement les pays occidentaux auraient dû lever les sanctions contre l'Iran. Mais aucun pays occidental, je parle de la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne en particulier et l'Union européenne, personne n'a osé retirer les sanctions qui avait été placé sur l'Iran et par conséquent, l'Iran s'est mis dans une situation, il a dit bon, puisque vous ne voulez pas respecter les termes du traité que nous avons respectés jusqu'à maintenant, eh bien, nous ne nous considérons plus liés par ce traité. C'est à partir de 2021 que les Iraniens ont recommencé à enrichir de l'uranium. Et c'est le stock qu'ils ont maintenant parce que normalement, c'est comme j'ai dit, cet uranium enrichi à 20%, il est destiné à propulser ou à être vendu parce que c'est une activité commerciale pour l'Iran, c'est pas simplement pour son propre compte. Et le fait que les Européens aient bloqué les possibilités de l'Iran de vendre cet uranium sur le marché international, eh bien, ça fait que les stocks se sont accumulés et on est dans cette situation aujourd'hui. Donc, tous ces chiffres viennent de l'AIEA, ils viennent pas de l'Iran, donc on a une connaissance assez précise de ça. Maintenant, quand on regarde, je disais tout à l'heure que les stocks de plus de 60% étaient la portion congrue. Ici, on a les chiffres d'ailleurs de l'Agence internationale du renseignement, l'Agence internationale, pardon, de l'énergie atomique. Et on voit la répartition ici des différents types d'uranium, et vous voyez que d'uranium enrichi, et vous voyez qu'on a au départ jusqu'à 2020-2021, au moment où après que les Américains soient retirés du traité, on est uniquement dans de l'uranium qui est enrichi entre 3,6 et 5%. Et puis, au fur et à mesure, à partir de 2021, on a l'uranium à 20%, c'est ce que j'ai montré dans le diagramme précédent, et cet uranium enrichi à 20%, eh bien, il a progressivement augmenté, avec de l'uranium cette fois-ci à 60%, pardon, c'est-à-dire entre 20% et 60%, qui s'est aussi accumulé au fil des mois, cet uranium étant destiné surtout à, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme bargaining chip, c'est-à-dire quelque chose qui pousse les gens à négocier et qu'on peut abandonner assez rapidement en cas de négociation. Hein, c'était un peu l'idée de la chose. Donc on voit que on a une connaissance assez précise de ça. Donc l'idée d'attaquer le programme nucléaire iranien n'est en réalité qu'un prétexte pour le premier objectif que j'ai évoqué tout à l'heure, qui était finalement provoquer une crise politique en Iran, puisque l'objectif à la fois des Iraniens et des Américains depuis très longtemps, depuis les années 80, je vous rappelle le plan Yenon,
de 1982, Yinon ayant été un conseiller d'ailleurs associé à Benjamin Netanyahou déjà par le passé, et l'idée c'était une balkanisation des pays arabes, et la Syrie fait partie de ces pays qui sont tombés là-dedans. Il y a d'autres pays qui étaient prévus dans le plan Yinon, y compris l'Arabie Saoudite par exemple. C'est pour ça que les Saoudiens feraient bien de se méfier, parce qu'Israël n'abandonnera jamais ces idées-là. Ça doit être très clair dans la tête de tout le monde. Les Israéliens n'abandonneront jamais ces idées. Alors voilà les objectifs israéliens. Donc on a vu que les objectifs israéliens, donc le changement de la crise politique en Iran, l'intervention américaine et les capacités nucléaires iraniennes, ces trois objectifs finalement n'ont pas abouti à grand-chose. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que l'attaque israélienne a été un succès. Maintenant, si on regarde du point de vue des Iraniens, alors les Iraniens ont évidemment une situation plus simple parce que ils avaient comme objectif, si vous voulez, de protéger leur pays ou de le défendre. Et leur objectif est assez clair de ce point de vue-là, c'est-à-dire, évidemment, c'est de défendre le pays. Ils l'ont dit aussi, ils voulaient punir Israël pour avoir attaqué l'Iran, mais c'est aussi pour démontrer leur capacité à réagir. Et on est exactement dans la même logique que les réponses précédentes, et c'était promesse sincère 1 en avril 2024, promesse sincère 2 en octobre ou novembre 2024, et puis la promesse sincère 3 cette fois-ci. C'est la même logique, et d'ailleurs on retrouve à peu près la même stratégie pour les chaque fois plus affinée, chaque fois avec des nuances, mais qui a permis aux Iraniens finalement de à la fois punir Israël et de montrer que l'Iran était aussi capable de faire des destructions importantes, mais aussi de démontrer une capacité, et démontrer la capacité à la fois en termes qualitatifs et quantitatifs. Tout d'abord, en termes qualitatifs, c'était de démontrer que l'Iran était capable de vaincre le dispositif israélien de défense. Et je vous rappelle que le système de défense israélien, il est composé en 3 couches que j'avais déjà évoqué la fois passée. Vous avez la couche de base qui est le dôme de fer, qui est le segment inférieur de la défense antiaérienne. Ensuite, un segment intermédiaire qui est donné par la fronde de David, qui vise essentiellement les missiles de croisière et les missiles balistiques de petite portée, disons ça comme de portée moyenne. Et puis vous avez le système Arrow, flèche 2 et 3, 2 systèmes qui se complètent un petit peu, qui sont d'ailleurs construits par Boeing, je l'avais évoqué la fois passée, et qui ont pour but de détruire les missiles balistiques à grande portée pour en venir d'Iran. Donc on a 3 segments, grosso modo, dôme de fer, fronde de David et le système flèche, qui sont utilisés par l'Iran et par Israël. Et l'objectif de l'Iran, c'est de montrer que ce système de défense à 3 étages ou 3 segments, eh bien, allait se montrer inefficace contre les capacités iraniennes. Et ça a été parfaitement illustré. Je vous le rappelle que j'avais montré déjà ce graphique la fois passée. Alors, il faut être prudent avec ces chiffres parce que tous ces chiffres ont été soi-disant observés. J'ai essayé de faire une synthèse avec d'autres observations qui donnent avec des chiffres évidemment un peu différents parce qu'on est toujours sur des observations faites dans les médias. Donc les chiffres eux-mêmes doivent être pris avec extraordinairement de prudence, tant pour les chiffres qui étaient de missiles tirés par l'Iran, c'est les grandes colonnes jaunes ici, que pour les missiles qui sont arrivés ou qui ont impacté
Israël. Là aussi, il y a des chiffres très différents. C'est ce qui est en rouge ici. Il y a des chiffres très différents. J'en ai pris une sélection ici, qui d'ailleurs, la sélection que j'ai, qui est tirée de ce que j'avais montré la semaine passée, ne couvre que les dates du 13 au 19 juin. Une autre source va jusqu'au 23 juin. Toujours est-il que il faut pas trop s'attacher aux chiffres en tant que tels. Ce qui est important, c'est les tendances que montrent ces chiffres. Et ce que montrent ces chiffres, c'est que on a, dans les 2 premiers jours, il y a un chevauchement avec le 3e jour, disons les deux jours et demi, les 2 premiers jours et demi, on a une attaque extrêmement importante de la part des Iraniens, avec un taux de succès qui est inférieur à 10%. Et puis à partir la moitié du 2e ou 3e jour, eh bien, on a les Iraniens qui tirent beaucoup moins de missiles, mais avec un succès qui est supérieur à 10%. Alors, quand on juge ces chiffres, on a toujours tendance à dire, d'ailleurs, comme on avait vu dans les opérations Promesse sincère 1 et 2, tout le monde s'était moqué des Iraniens en disant, oui, mais il y a 95% des missiles israéliens, missiles iraniens, pardon, qui sont interceptés par les Israéliens. Alors, c'est là où les chiffres ne reflètent pas la réalité. C'est là où la stratégie iranienne se diffère de la stratégie occidentale, où on est uniquement sous l'angle tactique. Donc, pour nous, il y a 30 missiles qui sont tirés, il y en a 30 qui doivent être arrêtés pour que ce soit équilibré. La stratégie iranienne est différente. Elle envoie des missiles, et c'est ce qu'on voit dans ces premiers jours, ces premiers missiles, tous ces premiers missiles ont été des missiles en fait de vieille génération et des missiles obsolètes. Parce que le but des Iraniens, c'est que ces missiles soient détruits. C'est ça le but de l'opération. C'est pas de toucher Israël, c'est que Israël les détruise. Parce que en faisant ça, Israël utilise ses ressources de défense antiaérienne. C'est ce qu'on avait vu exactement, c'est de la manière dont c'était déroulé. Alors évidemment, sur les promesses sincères 1 et 2, tout ça a été concentré sur un seul jour. Ici, on a un étalement sur une douzaine de jours. Donc on est sur quelque chose d'un peu différent. Mais le principe est le même. C'est-à-dire qu'on envoie d'abord une volée de missiles pour qu'ils soient arrêtés. Donc quand on dit qu'on a on dit mais on a arrêté 95%. Oui, mais vous avez fait exactement ce que voulaient les Iraniens, ce que voulaient les Iraniens. C'est exactement le but d'opération. Donc vous êtes tombé dans le piège d'une certaine manière, parce que tous les missiles qui ont été envoyés par Israël, c'est des missiles qui sont extrêmement coûteux contre des missiles qui avaient finalement relativement peu d'importance. Et par la suite, les Iraniens ont commencé à lancer leurs missiles plus modernes. On a vu apparaître à partir du 17-18 juin, on a commencé à voir les missiles les plus sophistiqués, qui ne peuvent pas être arrêtés pratiquement. Et donc, on a Israël a finalement grillé ses munitions contre des objectifs qui étaient peu importants et pour laisser la porte ouverte à la vraie menace lancée par les Iraniens. Donc on a ici la différence entre une approche tactique du conflit et une approche stratégique du conflit. J'y reviendrai et ça c'est remarquablement important. Ce que l'on note, c'est que même si il y a eu toutes ces interceptions il y a eu des interceptions, les Iraniens ont quand même touché des objectifs stratégiques. Et c'est là où la chose devient intéressante. C'est que finalement, tous les objectifs qui ont été touchés par les Iraniens étaient des objectifs d'importance stratégique. Par conséquent, on voit que la défense israélienne n'a pas réussi à protéger ses objectifs stratégiques. Par conséquent, on est bien dans une stratégie iranienne qui est beaucoup plus efficace que la stratégie israélienne, mais c'est pas très surprenant parce qu'on a vu le même phénomène dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et les Palestiniens, où c'est la différence d'approche du conflit ou de stratégie du conflit qui a fait la différence entre les deux.
Et ici, alors je j'ai pas traduit ça, enfin oui, j'ai traduit les différentes comment objectifs qui ont été mentionnés ici. Donc vous voyez que pratiquement tous les objectifs stratégiques qui avaient été sélectionnés par les Iraniens, eh bien, ont été atteints. Et c'est donc qu'on a un vrai succès. Et puis, là où on voit que les Israéliens n'ont rien compris à la structure du conflit, c'est que, comme je l'avais évoqué d'ailleurs la semaine passée, les Israéliens s'attendaient à avoir des victimes beaucoup plus importantes. Et les Israéliens, de l'aveu d'un ex-officier de renseignement israélien, ils s'attendaient à plus de 5000 morts. Or, il n'y a pas eu 5000 morts. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, de nouveau dans l'approche, et c'est là qu'on voit l'approche très fine des Iraniens. Je vous rappelle que déjà, durant les opérations Promesse sincère 1 et 2, les Iraniens n'avaient pas fait de victimes civiles, ou je crois qu'il y en avait une ou deux qui étaient d'ailleurs des objectifs, des personnes tuées, comment dire, de manière indirecte par les missiles, mais pas directe. Et ici, on a un peu la même chose. Les frappes israéliennes ont fait à peu près plus de 600 morts en Iran, alors que les frappes iraniennes en Israël, et on a vu les destructions que ça a fait, eh bien, elles n'ont touché qu'une trentaine de personnes. Donc, on est vraiment, lorsque les Iraniens frappent, on a vraiment des dommages collatéraux, alors que les Israéliens, et je vous rappelle que les Israéliens ont frappé d'ailleurs un hôpital à Téhéran, parce qu'ils frappent toujours les hôpitaux, on l'a vu dans la bande de Gaza, je vous rappelle qu'il y a plusieurs rapports des Nations Unies qui indiquent ou qui déclarent très clairement qu'Israël a une politique avérée et délibérée d'attaquer de manière systématique les infrastructures médicales, soit à Gaza, soit ailleurs, parce qu'on a vu la même chose d'ailleurs au Liban. Donc, c'est une, je veux pas dire stratégie, parce que je sais pas si le mot stratégique peut être appliqué à ça, mais c'est une manière des Israéliens de faire ça, c'est de s'attaquer finalement aux infrastructures, c'est finalement toujours s'attaquer aux plus faibles. C'est très facile d'avoir l'impression qu'on est très fort quand on attaque les plus faibles, mais c'est un peu comme ça qu'il le faut. Donc voilà la situation. Maintenant, évidemment, ça a des conséquences. Et quand on regarde les frappes iraniennes, et là, de nouveau, ça c'est des chiffres israéliens, c'est pas des chiffres, des chiffres iraniens, c'est le nombre de sans-abri qui a été créé par l'Iran. Par le fait, en frappant, parce que comme Israël place ses centres militaires et centres de décision au milieu de la population civile, d'ailleurs, je vous rappelle que c'est quelque chose qui a été évoqué en Israël déjà pas seulement depuis les frappes iraniennes, mais en réalité, c'est un problème qui a été évoqué en Israël depuis une vingtaine d'années à peu près, c'est que systématiquement, les autorités israéliennes placent leurs centres de décision, des objectifs militaires au milieu de la population civile, parce qu'en réalité, ils utilisent la population civile de manière, mais pratiquement comme stratégie, comme bouclier humain. Du coup, évidemment, eh bien, quand il y a des destructions qui se font, comme on l'a vu sur le complexe hospitalier de Soroka, je vous rappelle que les Iraniens n'ont pas visé l'hôpital et il n'y a pas eu d'impact direct sur l'hôpital. En revanche, il y a eu des impacts sur les installations militaires qui étaient juste à côté. Mais du coup, les effets de souffle et les destructions, eh bien, s'étendent finalement aux bâtiments adjacents et ça crée des zones qui deviennent inhabitables. Et vous voyez que la proportion que l'on voit de foyers sans abri en Israël est devenue considérable, puisqu'on a pratiquement à Tel Aviv, sur 211 000 foyers, on en a 160 000 qui sont sans abri. Donc, on voit que les frappes iraniennes ont été extrêmement efficaces
n'ont pas provoqué de victimes civiles, mais ont provoqué des dégâts considérables à Israël. Et ça, c'est des chiffres évidemment qu'on n'a pas vus dans les médias occidentaux. Ça vient de médias israéliens, hein, c'est I24, donc je n'invente rien du tout, et qui montre que notre information à cet égard est très, est très limitée, si vous voulez. Donc voilà un petit peu la situation. Pour revenir à la situation de Soroka, puisque je l'évoquais tout à l'heure, voilà le centre médical qui se trouve ici, et puis on a les objectifs qui ont été visés par Israël. Il y a le centre, c'est-à-dire un centre qui est lié au service du renseignement israélien, et puis le centre C4I israélien. Alors, le centre C4I, le quartier général du Command and Control, Coordination, Cyber and Intelligence, c'est un centre de coordination du renseignement israélien. Peut-être pas inutile de rappeler, que c'est pas ça que je voulais vous montrer. Excusez-moi, je veux revenir sur mon hop là, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, hop là, voilà. Le centre C4I, donc c'est le centre de commandement de toutes les opérations cyber, électroniques, etc. Mais il y a une direction ici sur laquelle j'aimerais attirer l'attention, la direction de l'information et de l'intelligence artificielle. C'est cette direction qui dirige au moins trois programmes de ciblage dans la bande de Gaza qui sont associés à l'intelligence artificielle. Il y a le système Lavender ou Lavande, qui est en fait un système qui détecte les cibles, les individus à éliminer, pas seulement d'ailleurs à Gaza, mais dans l'environnement d'Israël. Ensuite, il y a le Gospel, qui est un système qui permet de cibler les mouvements, ou qui surveille les mouvements des personnalités. Pour à Gaza, c'est évidemment du Hamas, et qui permet de faire un ciblage par rapport aux mouvements qu'ils font. Et puis, vous avez le Gospel, le Gospel, c'est les évangiles, hein. Et puis, vous avez le troisième logiciel, Where is Daddy? Où est papa? Et c'est un logiciel qui permet de cibler les familles des gens qui sont associés au terrorisme. Et ça se fait par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en surveillant le trafic téléphonique, le trafic physique, les mouvements de la personne, etc., eh bien, l'intelligence artificielle détermine des objectifs, et c'est par rapport à ces objectifs, aux décisions de l'intelligence artificielle, que sont commis les crimes. J'ai évoqué ça dans mon livre « L'opération déluge d'Al-Aqsa », tout ça n'est pas vraiment nouveau, et vous avez le fonctionnement de ces systèmes qui est décrit dans mes livres. Donc, mais ça explique pourquoi probablement cette direction ici le commandement C4I a été ciblé près de l'hôpital de Soroka. Donc, on a des gens qui sont loin d'être des innocents, mais qui sont plutôt des voyous. Oui. Mon colonel, s'il vous plaît, des questions, des réactions de la part des auditeurs et auditrices. D'après vous, ces opérations ont-elles contribué à isoler davantage l'Iran, ou au contraire renforcer son image dans le monde musulman comme un front de résistance? La position de l'Occident, surtout lorsqu'on voit par exemple le chancelier allemand évoque la mission sale effectuée par Israël en procuration pour l'Occident, cette mission de éliminer des enfants et des femmes et tout. Aussi, Bénédicte vous pose cette question. Quel rôle joue la Russie et la Chine dans cet équilibre stratégique? Est-ce que vous ne voyez pas aussi une sorte de lâcheté de la part de Vladimir Poutine vers ses alliés, comme ça a été le cas vers Bachar el-Assad? Il a laissé l'Iran tout seul en confrontation avec les Américains.
Alors, là, il y a plusieurs choses à dire et aussi plusieurs fausses informations comment dire, à corriger. Tout d'abord, il y a évidemment tout le débat de savoir si les frappes ont été efficaces, pas efficaces, s'il y a encore une capacité nucléaire iranienne, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans le domaine des spéculations et moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Et il est très dangereux d'évoquer le résultat de ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez, quand vous dites par exemple que l'Iran n'a pas trop souffert des frappes américaines, par exemple, ou israéliennes, eh bien, pour les Iraniens, on pourrait dire, ah bah ouais, ça montre qu'ils ont gagné, donc voilà, très bien, ils ont gagné, on a gagné, on est les plus forts. Mais en même temps, ça donne des arguments pour ceux qui disent qu'il faudrait refrapper l'Iran. Et donc, que le fait de dire, et je pense que quand Trump a dit que finalement, les Iraniens, les deux côtés n'ont pas gagné la guerre, et que les Iraniens ont reçu une bonne schlaguée et que les Israéliens aussi. Je pense que intuitivement, parce que je ne pense pas que Donald Trump veuille que ce conflit s'éternise. Comme j'ai toujours dit, c'est des conflits qui perturbent son agenda politique. Par conséquent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est entré dans ce conflit à reculons et qu'il ne voulait pas y aller. Parce que pour lui, c'est vraiment de l'énergie perdue. Et ce qu'il a voulu faire, en fait, c'est d'ailleurs ce que faisait d'ailleurs ma maman quand on se disputait avec mes frères et sœurs, et que ou après un jeu, tout le monde disait avoir gagné le jeu. Eh bien, ma mère disait vous avez tous gagné, vous avez tous perdu. Enfin bref, il y avait pas un qui avait gagné, etc. Donc, je pense que Trump a fait un peu la même chose ici, de dire mais tout le monde a gagné ou tout le monde a perdu. Vous pouvez le prendre dans le sens que vous voulez. Et maintenant, les comptes sont clairs et on arrête. Je pense que c'est un peu ça qu'il avait en tête. Alors, naturellement, les néoconservateurs se contentent pas de ça, et quand vous avez les bruits qui disent que non, les États-Unis n'ont pas réussi à détruire les capacités nucléaires iraniennes, eh bien, c'est généralement les néoconservateurs qui appellent ça. Alors, ça donne l'illusion qu'ils donnent la victoire à l'Iran, mais en réalité, c'est pas qu'ils donnent la victoire à l'Iran, c'est qu'ils appellent à de nouvelles frappes. Et c'est pour ça que ici, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire il n'y a pas de à ce stade, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et moi, personnellement, je préférerais dire que l'Iran n'a pas gagné dans cette affaire au niveau des centrales nucléaires. Parce que comme ça conduira de nouveau les Israéliens à sous-estimer l'Iran. Et la principale clé de la défaite israélienne, c'est la sous-estimation de l'Iran. Par conséquent, il faut les laisser sous-estimer l'Iran. Il n'y a pas de problème. À la fin, ce qui prévaut, c'est pas ce que les Netanyahou pensent ou Jacques Beau pense ou je sais pas qui pense. À la fin, ce qui prévaut, c'est les capacités. Et il faut laisser les Israéliens sous-estimer les Iraniens. C'est très bien comme ça. Et c'est ce qui est garant de la victoire des Iraniens à long terme. Voilà. Et donc, il faut laisser faire comme ça. Il faut pas don't fight the problem. Ne combattez pas le problème. Ça, c'est déjà un premier élément. Maintenant, concernant la situation d'Israël, eh bien, très clairement, d'abord, tout cet épisode iranien, si vous me passez l'expression, il se passe après une année et demie, pardon, de crimes de guerre en continu commis par Israël à Gaza, et dont aujourd'hui plus personne ne doute. Il n'y a que les magistrats de la Cour internationale de justice qui hésitent à parler de génocide. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable qu'ils n'arrivent pas à le faire, parce que la seule manière de pousser les Occidentaux à inciter Israël d'avoir une solution, c'est de dire qu'Israël commet un génocide. Et par conséquent, là, mais de nouveau, les magistrats de la Cour internationale de justice, comme ceux de la Cour pénale internationale, sont des magistrats dont l'intégrité n'est pas claire.
n'est-ce pas? D'ailleurs, comme dans nos pays, les magistrats sont généralement des gens qui sont très souvent corrompus. C'est très facile de les corrompre, à vrai dire. Et donc, on a exactement cette situation-là. Et bref, on va pas aller plus loin dans cette histoire des institutions internationales qui sont et leur corruption. Toujours est-il que dans l'esprit des gens, dans l'esprit de pratiquement la totalité de la planète aujourd'hui, à l'exception des dirigeants, des Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, etc., et probablement d'ailleurs même dans l'esprit de Donald Trump, à part eux, tout le monde pense qu'Israël est un pays criminel. Et tout le monde a compris, et ça a été, si vous voulez, presque l'attaque d'Israël contre l'Iran est un peu, d'une certaine manière, la cerise sur le gâteau, qui montre que le problème au Moyen-Orient n'est pas l'Iran, c'est Israël. C'est le seul pays qui attaque, et d'ailleurs, à peine il y a eu un cessez-le-feu décrété avec l'Iran, que Israël a commencé à réattaquer de nouveau au Liban. Donc on a un pays qui est assoiffé de sang, littéralement, et qui continue systématiquement à frapper ses voisins parce qu'il pense que sa sécurité est liée à sa capacité de détruire ses voisins. Voilà. En gros, c'est ça. Et c'est sa politique de sécurité. Et ça, je pense que aujourd'hui, c'est devenu clair pour tout le monde. Et je pense que beaucoup de pays sont aujourd'hui dans l'embarras parce que l'attaque israélienne contre un programme civil, et je rappelle que le programme nucléaire iranien est civil, quoi qu'on en dise, et à partir du moment où on n'a pas réussi à démontrer qu'il avait le moindre soupçon d'éléments militaires, c'est un programme civil. Et que contrairement à ce que déclarait Ursula von der Leyen, on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans l'idée de, de trouver la bombe nucléaire. Ici, on est simplement dans ce que j'ai d'ailleurs expliqué la fois passée, dans l'idée je rappelle que Ursula von der Leyen et Kaja Kallas avaient émis ces tweets qui disaient que l'Iran ne doit pas être autorisé à développer une arme nucléaire, mais l'Iran n'a jamais dit qu'il voulait faire une arme nucléaire. Et donc, par conséquent, on est dans un narratif qui pourrait d'ailleurs pousser l'Iran à aller maintenant en direction de l'arme nucléaire, mais on y reviendra. Mais pour l'instant, il ne l'a pas, et Israël a attaqué des installations civiles, et c'est donc très clairement un crime de guerre. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en est conscient. Et donc, Israël a creusé davantage le fossé dans lequel il se trouve, et je pense que sa réputation est une fois de plus remise en question ici, mais est-ce qu'elle en avait vraiment besoin? C'est pratiquement difficile d'aller plus bas dans l'estime que le monde a d'Israël aujourd'hui, mais manifestement, il s'acharne à le faire. Quant au rôle des pays comme la Russie et la Chine, alors ici, il faut être extrêmement prudent sur ce qu'on raconte. D'abord, on a soit avec la question de la Syrie, mais aussi avec la question de l'Iran, on a des pays qui ont leur fierté, qui ont leur volonté d'indépendance par rapport à d'autres puissances, et qui pensaient pouvoir résoudre le problème eux-mêmes sans une aide extérieure. Et dans le cas de l'Iran, on sait que la Russie a proposé à l'Iran de lui fournir des armes et un système de défense antiaérien intégré. Et c'est d'ailleurs ce qui a été dit par Vladimir Poutine dans une récente interview qu'il a eue avec l'AFP, où la Russie a proposé à l'Iran un système de défense intégré, antiaérienne intégré, et l'Iran a refusé. L'Iran a refusé une aide extérieure et a dit qu'ils arriveraient à résoudre le problème avec leurs propres moyens. Et d'une certaine manière, l'Iran a, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, a eu du succès avec sa stratégie. Alors, peut-être que s'il y avait eu des systèmes de défense antiaérienne S-400, peut-être que les Israéliens n'auraient pas pu faire les dégâts qu'ils ont faits. C'est possible. Toujours est-il que, vous comprenez,
il faut aussi se mettre dans la tête des gens. Et le souci d'indépendance que les Iraniens expriment, au prix d'avoir peut-être des fenêtres de vulnérabilité, eh bien, ce souci d'indépendance, il doit être respecté tout autant. De nouveau, en posant ces questions, vous faites exactement le même travail que Donald Trump, mais à l'inverse. Vous êtes exactement vous essayez de placer votre propre vision du problème et vous essayez de l'imposer à l'Iran. Les Iraniens sont un pays qui a toujours été indépendant, et je vous rappelle que pendant la guerre froide, typiquement, les Iraniens avaient une armée qui était équipée pour moitié d'équipements soviétiques et pour moitié d'équipements occidental. Parce que les Iraniens, même à l'époque du Shah, et même si le Shah était considéré comme une ressource occidentale et qu'il était fortement piloté par les Américains, eh bien néanmoins l'Iran a essayé d'avoir une forme d'indépendance par rapport aux Américains en n'étant pas uniquement dépendant pour ses équipements des Américains. Et d'ailleurs, bien on leur a pris parce que le jour où ils ont été lâchés par les Américains, eh bien, ils ont pu avoir recours aux autres équipements qu'ils avaient, la deuxième moitié de leur armée, si vous voulez. Donc, il est difficile de se mettre dans la peau ou plutôt, on ne peut pas juger un pays ou une organisation sans essayer de se mettre à sa place et de comprendre sa manière de réfléchir. Et en l'occurrence, on a un pays qui est fier, et il l'a démontré d'ailleurs, un pays qui est fier dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il est fier de ses propres capacités. D'ailleurs, c'est un des rares pays qui a, malgré toutes les sanctions qui ont été imposées sur lui, puisqu'avant que ce soit la Russie, c'est l'Iran qui était le pays le plus sanctionné, eh bien, c'est un pays qui a réussi par ses propres ressources à mettre en place un système de défense qui est assez remarquable et qui, contrairement à ce qu'on a dit, a résisté assez bien aux frappes israéliennes. Je vous rappelle que quand on a dit que Israël maîtrisait le ciel au nord d'Iran, c'est tout à fait faux. Il y a eu très très peu d'incursions israéliennes sur l'espace aérien iranien. La plupart des bombes qui ont été tirées à distance, apparemment depuis la frontière et depuis les extérieurs, si vous voulez, du territoire iranien ou de l'espace aérien iranien, y compris d'ailleurs depuis l'Azerbaïdjan. Donc, les Israéliens n'ont pas essayé de se frotter trop fort vers sur le territoire iranien parce que, eh bien, les Iraniens ont réussi malgré tout à avoir un système de défense et leur système balistique d'ailleurs démontre qu'ils ont très bien su se débrouiller pour avoir les ressources nécessaires pour se défendre eux-mêmes. Donc, avant d'accuser les autres pays de lâcheté, je pense qu'il faut d'abord tenir compte du fait que l'Iran lui-même n'a pas souhaité avoir l'aide de pays extérieurs. Et on peut le comprendre d'ailleurs parce que ça permet aujourd'hui à la Russie ou à la Chine d'intervenir comme médiateur dans un conflit comme ça, de les avoir comme alliés et non pas comme finalement impliqués. Vous voyez la difficulté qu'a aujourd'hui l'Ukraine par rapport à l'Union européenne. L'Union européenne est impliquée dans le conflit, par conséquent, elle ne peut pas servir de médiateur. Et donc, finalement, l'Union européenne est un poids aujourd'hui pour l'Ukraine. Or, si l'Europe était restée indépendante par rapport à l'écart du conflit ukrainien, elle pourrait intervenir au profit de l'Ukraine, mais elle ne peut pas. Donc, maintenant, on a la situation exactement inverse entre l'Iran et la Russie. Si la Russie était impliquée militairement en Iran, elle ne pourrait pas intervenir comme médiateur. Elle ne pourrait pas intervenir auprès des États-Unis parce qu'elle serait partie au conflit. Donc, il faut se garder de ces jugements un peu hâtifs. Les Iraniens et les Russes ont exprimé très clairement, et vraiment très clairement, contrairement d'ailleurs aux autres pays du monde et les pays occidentaux, les Russes et les Chinois ont exprimé très clairement leur opposition et leur condamnation aux attaques à la fois israéliennes et américaines. Et
et ils ont, et d'ailleurs toutes les actions israéliennes, alors qu'aucune autre action n'a été condamnée par les Occidentaux, ni l'américaine, ni l'israélienne d'ailleurs. Donc les Occidentaux ont, par le fait qu'ils sont partis pris, ils ont dû accepter une entorse au droit international. Alors que les Russes, qui ne sont pas partie prenante dans le conflit, peuvent s'exprimer contre la violation du droit international. Donc, le fait de ne pas avoir une implication directe est aussi une force additionnelle pour l'Iran, une force qui s'inscrit davantage sur le plan politique que sur le plan militaire. Et donc, c'est le calcul. Si on le regarde uniquement sous l'angle militaire, on dira le calcul de l'Iran aurait peut-être dû être d'accepter l'aide russe, mais si on le regarde sous un angle géostratégique, voire géopolitique, eh bien, on pourrait dire que l'Iran a fait le bon choix de ne pas impliquer directement la Russie dans ce conflit. Ceci étant, dans l'avenir et au fait, ou plutôt à la suite du fait que soit les Israéliens, soit les Américains ont démontré qu'ils peuvent jeter à la corbeille le droit international, eh bien, ça pourrait inciter l'Iran d'abord à se mettre en marge du droit international, c'est-à-dire, dans un premier temps, d'ailleurs comme le Parlement iranien l'a décidé, c'est de ne plus coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique de Rafael Grossi. Je pense que c'est une décision qui est assez logique, parce que vous n'allez pas faire entrer le loup dans la bergerie. L'AIEA ne s'est pas montré comme un partenaire fiable. Je rappelle d'ailleurs qu'un certain nombre de données, je l'avais évoqué la semaine passée, mais un certain nombre de données qui ont été apparemment nécessaires pour les frappes israéliennes auraient été obtenues à travers des fuites au sein de l'AIEA. Donc l'AIEA ne s'est pas comportée comme un partenaire neutre et impartial tel que son mandat l'exige, mais s'est comporté comme une partie, comme partisan, et une partie donc au conflit, et par conséquent, c'est assez logique que l'Iran se retire, en tout cas se retire de cette participation avec l'AIEA. Une deuxième conséquence qu'on pourrait tirer de ça, c'est que l'Iran, alors beaucoup de voix en Iran le demandent d'ailleurs, c'est que l'Iran se retire du traité de non-prolifération nucléaire. Parce que ce qui est apparu dans cette crise, ce qu'on savait depuis longtemps, à vrai dire, mais ce qui est apparu de manière très visible et de manière, comment dire, manifeste, c'est que finalement, un pays comme Israël, qui a pu acquérir l'arme nucléaire sans adhérer aux institutions internationales, et de ce fait, en disant, mais puisque je ne fais pas partie des institutions internationales, comme notamment le traité de non-prolifération, eh bien, je ne commets pas d'infraction puisque je ne fais pas partie du traité. Donc, on est dans un système de droit international qui finalement ne s'applique qu'à ceux qui acceptent le droit. Et ceux qui ne l'acceptent pas, eh bien, ils peuvent faire comme ils veulent. C'est un peu comme si vous aviez des organisations criminelles dans un pays qui disent oui, mais moi j'ai pas signé les lois contre la criminalité organisée, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Dans un pays, tous les citoyens, criminels ou pas, sont astreints aux mêmes lois. Et à partir du moment où un acteur se retire du système juridique, et qu'il donc prend ses aises par rapport au système juridique, eh bien, dans la logique du droit international, il n'est pas puni. Il y a quelque chose qui ne joue pas, parce qu'à ce moment-là, il peut se permettre n'importe quoi, et c'est le cas d'Israël, et dans les rares cas d'ailleurs où Israël a accepté le droit international, notamment en adhérant à l'ONU et en acceptant la Charte des Nations Unies et en acceptant d'ailleurs les règles qui sont associées au droit international, au humanitaire international. Et même là, Israël s'est permis de cracher sur le droit international. Donc, on est dans un système de droit international où finalement, c'est la loi du plus fort qui domine. Et c'est exactement ce que démontre le système actuel. Mais les pays qui, eux, tiennent au droit international, c'est-à-dire les pays comme la Chine, comme la Russie, eh bien, sont des pays qui
essaye d'agir sur ce terrain-là et non pas sur le terrain militaire. Et par conséquent, on peut déplorer le fait que les Iraniens n'aient pas accepté l'aide russe et que les Chinois n'aient pas décidé de s'impliquer, mais ça fait partie de leur logique et d'une certaine manière, ça fait partie de l'ordre international. Donc, je ne vois pas ça comme de la lâcheté. Je pense que tout simplement, la Russie et la Chine ont une autre manière d'intervenir sur la scène internationale et que, d'ailleurs, jusqu'à présent, en tout cas, en accord avec l'Iran. Il est possible que ça change dans le passé puisque les Américains ont démontré qu'ils n'étaient pas capables d'agir dans le sens du droit international et qu'ils n'étaient pas capables non plus d'avoir la maîtrise de leur protégé qui est Israël. Et qu'on pourrait dire même d'ailleurs que les Américains ont appliqué la politique d'Israël, en l'occurrence, puisque c'est les Israéliens qui cherchaient à faire intervenir les Américains et que les Américains, Donald Trump en l'occurrence, a fait ce que voulaient les Israéliens. Donc voilà la situation dans laquelle on est ici. Donc ça me semble être une question importante. Maintenant, rapidement, je vais revenir sur le cessez-le-feu, parce que ça, c'est une notion qui est importante, parce que quand on entend un peu tout le monde, y compris Donald Trump, et les autres font pas exception, hein, vos questions, d'ailleurs, témoignent de cette incompréhension du mot cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, c'est simplement une pause dans un conflit. N'est-ce pas? C'est pas la résolution du conflit. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur le conflit ukrainien, les Russes s'opposent à cette notion de cessez-le-feu parce qu'elle est comprise en Occident comme étant une manière de résoudre le conflit. Mais on sait que c'est pas la résolution du conflit. Et que il doit y avoir l'intention d'avoir un traité de paix pour qu'un cessez-le-feu soit applicable. Alors ici, les Iraniens... Permettez-moi, surtout, colonel, que Israël n'a jamais respecté un cessez-le-feu. Oui, alors attendez. Oui, ça, oui, on va mélanger tout. Dans la question parce qu'en plus vous coupez mon raisonnement. Ici, dans la situation qu'on a dans la situation actuelle, le cessez-le-feu qui a eu lieu a été fait à la demande d'Israël. Pourquoi? Et je l'ai montré d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai parlé des missiles. Les Iraniens ont essayé d'entraîner, ou plutôt ont commencé à entraîner, ils n'ont pas essayé, ils ont commencé à entraîner Israël dans une guerre d'attrition. Avec la frappe initiale qui a épuisé les ressources antiaériennes, ou pas complètement, mais en grande partie les ressources israéliennes, ils ont continué cet effort, et d'ailleurs la stratégie qui a été appliquée a été conçue pour que les forces israéliennes soient étirées au maximum. Et Israël a compris à un moment donné, un peu tard, mais bon, ça c'est assez normal qu'ils comprennent tard, ils ont compris un peu tard qu'ils étaient entraînés dans une guerre qu'ils ne parviendraient pas à maintenir sur le long terme. Et c'est la raison pour laquelle c'est à la demande de Netanyahou que Donald Trump a demandé au Qatar d'intervenir auprès des Iraniens pour avoir un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu, de nouveau les médias ne l'ont pas dit, mais il a été d'ailleurs mis en œuvre de manière assez curieuse, puisque les Américains ont demandé à l'Iran de cesser le feu 12 heures avant les Israéliens. Je pense que la raison pour laquelle les Américains ont demandé ça, c'est parce que les Israéliens avaient des forces et des avions déployés en Azerbaïdjan et qu'il a fallu rapatrier ces forces en passant au-dessus de la Turquie avant que le cessez-le-feu soit déclaré. Et c'est la raison pour laquelle les Américains ont demandé le cessez-le-feu aux Iraniens 12 heures avant les Israéliens. C'est très important de le dire, d'ailleurs Donald Trump l'a rappelé à plusieurs reprises. Le problème est que l'idée de ces 12 heures d'écart, c'était pour permettre aux Israéliens de pouvoir quitter, de redéployer leurs forces, si vous voulez, sur Israël, en paix, entre guillemets. Mais Israël, de nouveau, il faut jamais faire confiance à Israël. Parce que, en l'occurrence,
ils ont accepté l'idée de Donald Trump, apparemment, mais au lieu d'utiliser les 12 heures pour rapatrier leurs forces, ils en ont profité pour faire de dernières frappes sur l'Iran. Et c'est pour ça que l'Iran a riposté juste avant que le cessez-le-feu soit définitivement validé, mis en place, c'est-à-dire au bout des 12 heures auxquelles Israël devait cesser le feu. Et juste avant ça, l'Iran a fait une dernière frappe sur Israël pour répondre aux frappes qui avaient été faites alors qu'eux étaient sous cessez-le-feu. C'est très important de voir cet aspect dissymétrique parce qu'aucun média ne l'a dit. Donc, on voit des pays qui sont actuellement dans un cessez-le-feu, mais qui ont déjà, Israël a déjà déclaré qu'il ne cesserait pas de vouloir détruire le régime iranien et que la poursuite de la lutte contre ou de la volonté d'assassiner Khamenei continuait. Donc on est dans une situation où on a un cessez-le-feu, et c'est un peu d'ailleurs la même situation qu'on a en Ukraine, et c'est la raison pour laquelle les Russes ont refusé l'idée de cessez-le-feu, parce que le cessez-le-feu est en fait uniquement là pour réarmer, en l'occurrence, Israël. Comme en Ukraine, l'idée du cessez-le-feu proposée évidemment par les Allemands, les Français, etc., c'est pour réarmer l'Ukraine et la remettre un petit peu à pied parce qu'elle est évidemment bousculée en permanence et de manière continue par l'armée russe. Et là, on a la même situation en Israël. Alors, pourquoi est-ce que les Iraniens ont accepté ? De nouveau, c'est leur choix. Ils auraient pu refuser puis continuer à frapper Israël. Je pense personnellement que ça aurait été la solution la meilleure parce que Israël est un pays qui n'acceptera jamais, comme les États-Unis d'ailleurs, ces deux pays qui ont un tel niveau d'arrogance qu'ils n'accepteront jamais d'être considérés comme vaincus tant qu'ils ne seront pas complètement vaincus. Ça, c'est le problème. Donc, on a un pays qui, maintenant, d'ailleurs, dit qu'il a gagné. Enfin, j'entends... Voilà, donc, il faut vraiment que ces pays, et c'est d'ailleurs un peu triste, on a le même phénomène à Gaza. Il est clair que les Israéliens n'ont pas de succès, mais ils ne reconnaîtront ces échecs qu'à partir du moment où ils auront été complètement anéantis. Et c'est pour ça que j'ai déclaré à plusieurs reprises, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, beaucoup d'experts disent on est sur le chemin de la disparition d'Israël. Parce que c'est finalement ce que communique Israël à travers ça, c'est que la seule manière d'avoir la paix dans la région, c'est pas d'avoir tout d'un coup un sursaut de rationalité en Israël, mais c'est qu'Israël ne soit plus du tout en mesure de même tirer une balle de fusil. Et c'est ça que aujourd'hui, la plupart des pays de la région commencent à comprendre à partir d'Israël, qu'ils n'accepteront jamais une défaite tant qu'ils n'auront pas été définitivement vaincus. Et ça, c'est le risque qu'a Israël de ne pas respecter les accords qu'il a. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans les différentes émissions. Et je vous rappelle que dans mon livre Déluge d'Al-Aqsa, vous avez la liste des résolutions qui ont été prises contre Israël. Toutes ces résolutions, c'est pas des résolutions qui sont prises parce que Israël est juif, n'est-ce pas? C'est pas pour ça. On n'est pas dans un phénomène d'antisémitisme, comme on veut le dire. Toutes ces résolutions visent une seule chose, c'est à demander à Israël de respecter le droit international. Systématiquement, il y a plus de 100, maintenant j'ai plus exactement le nombre, je crois que c'est 140 résolutions des Nations Unies. C'est le pays qui a le plus de résolutions contre lui, en fait, Israël. Mais pas parce que il est juif, pas parce qu'on les aime pas, parce que, non. C'est parce que c'est un pays qui se comporte mal. Parce que c'est un pays qui n'a jamais respecté les engagements qu'il avait pris lui-même.
Et c'est là qu'est le vrai problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette séquence qu'on a vue a fait que mettre en évidence le risque qu'il y a à ce qu'Israël continue à exister comme il existe. Soit il adopte une posture conforme au droit international, qu'il mette en place une diplomatie qui noue des liens avec ses voisins et qui base sa politique de sécurité non pas sur la destruction de ses voisins, mais sur les bons rapports avec ses voisins. Quand Israël aura fait ça, il n'y aura pas de problème. C'est Israël qui a systématiquement attaqué tous ses voisins. Systématiquement. Et il n'est pas seulement attaqué comme ça en donnant des petits coups de manière chirurgicale. Il les a massacrés, littéralement. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin parce que même quand on a dans la... même tout récemment, on a le Jérusalem Post qui nous rappelle que pendant la séquence qu'on a eue là, vous avez eu à Gaza les chars israéliens qui ont tiré sur la foule qui était en train d'attendre la nourriture. Donc on a tiré sur la foule de gens qui attendaient la nourriture. Et Haaretz nous précise, ça c'est la version française qui n'est pas une très bonne traduction, hop là, pardon. Hop là, pardon, désolé, j'ai un problème là, j'espère que vous me voyez encore. Flûte. Pardon, petit problème technique. Voilà. Désolé. Bon, bref, c'est la traduction française qui n'est pas très bonne. Je voulais le texte anglais, mais apparemment, il n'est pas apparent. Donc, les soldats, les militaires israéliens ont reçu l'ordre de tirer sur les Gazaouis qui attendaient l'aide humanitaire. Donc, on voit qu'on est dans un pays dont la culture est fondamentalement destructrice. Et c'est ça qui est le problème. Gaza, comme je l'avais dit le 18 juin, Reuters avait dit que les Israéliens tiraient avec des chars sur la foule qui attendait la nourriture. Donc on est vraiment ici, et ça, aucun média, évidemment, aucun de nos médias n'en a parlé, parce que ça détruirait tout le narratif qu'on a à l'égard d'Israël. Et de nouveau, les médias israéliens sont plus honnêtes par rapport à Israël que nos médias le sont par rapport à la situation. Et alors, je ne parle pas des déclarations de nos dirigeants. D'ailleurs, vous avez cité Friedrich Merz qui a parlé du sale boulot, etc. Alors, il y a une plainte qui a été déposée par des politiciens d'ailleurs, ou des parlementaires même, allemands, parce que Friedrich Merz a utilisé une terminologie qui était utilisée par les nazis pendant la guerre. Voilà. Est-ce que ça va aboutir, ça ne va pas aboutir, je n'en sais rien, mais c'est de nouveau, évidemment, personne ne parle de ça. Et on revient d'ailleurs à quelque chose qui est assez, quand on parle de Merz, qui est assez intéressant, quand on regarde les grands-parents de tous les dirigeants qu'on a aujourd'hui. On a tous des grands-parents qui étaient nazis ou pro-nazis à l'époque. Et la polémique est ressortie avec la nomination de la chef du MI6, donc des services de renseignement britanniques, qui, elle aussi, a des parents, un grand-père qui était pro-nazi pendant la guerre. On avait ça avec Ursula von der Leyen, avec Kaja Kallas, on a pratiquement avec tous les dirigeants. C'est pour ça que dans mon livre, je parle de la revanche des petits-enfants. Parce qu'on est un petit peu avec des gens comme ça. Mais c'est surtout des gens qui ont baigné dans une culture comme ça. C'est pour ça que ce sont des gens sans cœur.
sans rationalité, sans émotion, parce qu'ils ont grandi dans un environnement familial qui était finalement favorable à toutes les atrocités qu'on voit aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens qui sont épris de paix, d'amélioration, etc. Et on voit d'ailleurs, on a parlé du rôle de la communauté internationale, on a parlé de la Russie et de la Chine, qui sont des pays qui se dirigent vers qui essayent d'avoir des approches diplomatiques et d'utiliser la politique étrangère pour résoudre les conflits. On s'aperçoit que tous les autres n'utilisent pas leur politique étrangère et que dans le conflit, que ce soit le conflit en Palestine, que ce soit le conflit avec l'Iran, vous avez la diplomatie européenne est totalement absente, la diplomatie française est totalement absente, la diplomatie britannique totalement absente, la diplomatie allemande est totalement absente. Par contre, pour proposer d'avoir des nouvelles armes, alors là, ils sont là. Donc on a des gens qui ont détourné l'idée de la diplomatie, qui ont finalement militarisé la diplomatie afin d'envenimer les conflits et non pas de les résoudre. Et c'est une leçon intéressante parce qu'elle est en train d'aboutir à l'anéantissement de l'Ukraine. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça pourrait très bien arriver à l'anéantissement d'Israël. Parce que beaucoup de gens en parlent, à tort ou à raison, parce que de nouveau, on est dans le domaine des boules de cristal. Mais on pourrait y avoir des gens qui commencent à se dire que finalement, sans Israël, la vie serait bien meilleure au Moyen-Orient. Et que quand vous regardez, quand on parlait des années 60, je me rappelle, beaucoup de gens dans les années 60 allaient travailler dans un kibboutz en Israël parce que c'était le pays qui faisait fleurir le désert. Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est le pays qui crée le désert partout où il y a de la vie. Merci infiniment, Colonel Jacques Pou, pour cet éclairage. Je vous invite, mesdames, messieurs, à interréagir avec l'exposé et l'explication du colonel Jacques Pou, à liker, à partager et surtout à commenter. Merci infiniment, colonel, et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.